il y aura le professeur Kadio que je remercie, qui va être avec nous via Internet. Le professeur Blemjdoub qui s'excuse, qui n'est pas là, mais on a le professeur Tariq Souiri et le professeur Tizniti. Donc j'appelle tout le monde, donc les orateurs et les modérateurs, et je vous souhaite une agréable et bonne journée et à tout à l'heure. Merci encore de votre présence. Merci l'association des gastro-entérologues du centre. Donc, à notre tour, on est fiers d'être parmi vous et participer donc, à ces journées intéressantes donc, qui concernent plusieurs pathologies qui sont assez fréquentes et dont la discussion va... Non. Ça va, ça marche. Donc je disais que je remercie donc l'association des gastro-entérologues du centre nous avoir invités pour participer à ces journées assez intéressantes. Je remercie professeur Kadio de nous avoir pouvoir assister et participer à ces journées. Je remercie également mon ami professeur Maroufi, qui est juste à côté de moi pour modérer donc, cette session, qui va concerner en fait une pathologie assez, on va dire, assez simple et assez banale et assez ancienne, mais actuellement depuis quelques années, c'est une pathologie qui suscite beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et moi, en tant que chirurgien, je suis un peu... j'ai peur quand même d'avoir beaucoup d'indications qui échappent en fait à des indications chirurgicales qui nous échappent, vu qu'il y a plusieurs intervenants comme les gastro-entérologues, les radiologues qui sont en train de mettre un petit peu la main sur cette pathologie. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de nous défendre d'une manière assez forte grâce à notre ami professeur Tariq Souiri qui va nous présenter le point de vue du chirurgien. Alors sans plus tarder, on va donner la parole au professeur Kadio pour nous parler du point de vue du gastro-entérologue pour la prise en charge de l'appendicite aiguë. À vous la parole, monsieur professeur Kadio. Merci beaucoup pour votre invitation. J'espère que vous m'entendez mieux que tout à l'heure. J'ai l'impression que ma caméra n'est pas activable. C'est à vous de le faire. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'être visible. Et je vais donc partager mon écran pour faire cette présentation. Voilà, je suis un petit peu... à Fès aujourd'hui et ça me fait très plaisir. Alors, ma présentation. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Très bien. En tout cas, voilà, donc ce topo que je devais faire en mars, donc décalé à décembre, ce qui est finalement pas plus mal, parce qu'il y a un beau papier du New England qui vient de oui, sortir. Pardon, professeur Kadio, on voit rien. Pardon? Ah, on voit rien du tout. Vous ne voyez pas ma présentation? Non, pas du tout, non. Alors, ça pose problème. C'est bon, hein? Maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok, très bien. Donc... diaporama, s'il vous plaît. Professeur Kadio, pardon? Diaporama, s'il vous plaît. Oui, je suis en diaporama. Je suis en diaporama. Alors, en guise d'introduction, je rappelle que l'appendicite est la première cause de chirurgie en urgence, que l'appendicite touche essentiellement les sujets jeunes plutôt de sexe masculin et que les complications sont plus fréquentes aux âges extrêmes de la vie. Dans les formes non compliquées, la mortalité est quasi nulle, mais elle est loin d'être nulle en cas de perforation. On parle de chiffres de 1,5 à 5%. Et la mortalité est liée au délai diagnostique et de la prise en charge. Et bien évidemment, ceci a une grande importance quand on parle de traitement médical et non plus de traitement chirurgical qui règle le problème.
En France, il y a une diminution du taux d'appendicectomie qui est très importante. Vous voyez, 1/3 de moins en 10 ans. Mais en revanche, il n'y a pas de diminution des formes compliquées, notamment perforées. Et selon un rapport de la Haute Autorité de Santé il y a quelques années, le nombre d'appendicectomies pour formes compliquées avait augmenté en France entre 2005 et 2012 de 14%. Alors les questions que je vais répondre, auxquelles je souhaitais répondre, c'est est-ce bien une appendicite? Peut-on ne pas opérer? Et puis quelle stratégie au final? Donc je rappellerai quand même qu'il n'y a pas de parallélisme entre l'intensité des lésions anatomiques et la gravité clinique, et qu'on peut se faire piéger. C'est quand même, l'appendicite, c'est quand même un des pièges classiques. On s'est tous fait piéger, je pense. Donc il y a une très faible valeur diagnostique de la clinique et de la biologie pour affirmer ou exclure le diagnostic d'appendicite aiguë devant une douleur abdominale. Aucun signe ou symptôme ou aucun paramètre biologique n'a de valeur diagnostique individuelle suffisamment élevée pour porter ce diagnostic. On sait également que le diagnostic d'appendicite est peu probable quand il n'y a pas en même temps une défense de la fosse iliaque droite, une hyperleucocytose, une CRP supérieure à 8, mais qu'en revanche le diagnostic est très probable s'il y a à la fois une défense de la fosse iliaque droite, une hyperleucocytose supérieure à 10 000, une CRP supérieure à 8, chez l'homme jeune, pas chez la femme, chez l'homme jeune, parce qu'il y a d'autres diagnostics possibles chez la femme. Alors on dispose de certains scores que je ne connais pas bien, mais qui semblent être une simple aide et pas utilisable réellement en pratique, et il y a un intérêt très important de l'imagerie. Je ne sais pas comment vous faites vous, mais chez nous, tous les malades ont un scanner. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous n'entendez pas bien, surtout. Donc, l'appendicite est réellement une question d'actualité, et donc je pense que vous avez choisi une thématique qu'on n'aborde pas suffisamment, je trouve, dans ce type de réunion. Et pour preuve, la qualité des études et des publications qui ont été faites. Et je commencerai par celle-ci. Vous voyez, en 2015, une revue générale sur l'appendicite publiée dans Lancet, que je vous encourage à lire. Et vous voyez dans cet arbre décisionnel, qui est très intéressant, qu'il n'est pas utile de développer ici, il y a bien sûr une partie qui concerne la prise en charge médicale de l'appendicite. Alors il y a un très bel essai randomisé qui a été fait, antibiothérapie versus chirurgie, publié en plusieurs fois. La dernière publication date de 2018, publiée dans le JAMA, avec un suivi d'abord de 5 ans donc de cette étude randomisée pour appendicite aiguë non compliquée, l'étude APAC. Donc c'était un essai randomisé multicentrique ouvert concernant des adultes. Il a été fait soit une appendicectomie, essentiellement chirurgie ouverte à l'époque, et soit un traitement par antibiotique pendant 10 jours. Et l'appendicite devait être non compliqué, ce qui avait été confirmé par le scanner, qui devait montrer un diamètre appendiculaire de plus de 6 mm et au moins un des signes pariétaux suivants, c'est-à-dire une prise de contraste anormale, un édème inflammatoire, des collections liquidiennes autour de l'appendice. Chose très importante, étaient exclus les stercolites appendiculaires et puis les complications, perforation, abcès ou suspicion de tumeur. Le principal résultat est celui-ci, c'est que dans le groupe antibiotique, on réduit de façon significative le taux d'appendicectomie. Une étude randomisée, l'étude APAC, avec un suivi de 5 ans, étude ayant randomisé des patients ayant une appendicite aiguë non compliquée, ce qui a été confirmé par le scanner, donc chirurgie, essentiellement de la chirurgie ouverte, versus antibiothérapie d'une durée de 10 jours. Les critères d'exclusion, et ça c'est très important, il y avait le stercolite appendiculaire. On va voir que le stercolite appendiculaire est une contre-indication au traitement médical de l'appendicite, et les complications, bien sûr, perforation, abcès ou suspicion de tumeur. Donc le principal résultat de cette étude, c'est qu'à 1 an, dans le groupe antibiotique, seulement 27% des patients avaient été appendicectomisés, et le chiffre augmentait un petit peu, mais disons qu'à partir de 2 ans, il restait en gros en plateau entre 35 et 40%. Donc
le traitement médical à long terme évite plus de 60% des appendicectomies. Et puis, chose très importante, c'est qu'il n'y avait pas de complications liées à l'absence d'appendicectomie dans le groupe antibiotique. D'ailleurs, de façon globale, il y avait plus de complications dans le groupe chirurgie. Il s'agissait des complications opératoires et il y en avait très peu dans le groupe antibiotique. Et il n'y avait pas de diagnostic tardif de tumeur et la durée d'hospitalisation était la même. Par la suite, il y a eu une méta-analyse qui a repris différentes études, parce qu'il y a plusieurs études dans la littérature, et globalement, il y a 38% de complications de moins dans le groupe antibiothérapie que dans le groupe chirurgie. C'est un point qu'il est important de souligner. Enfin, en termes de stratégie économique, coût-efficacité de cette étude APAC, bien sûr, ça coûte moins cher de donner des antibiotiques que d'opérer, et ça a été démontré. Alors, dans cette étude, la qualité de vie a été évaluée. Elle était similaire, mais les patients avaient une préférence pour la chirurgie plutôt que pour l'antibiothérapie. Mais en fait, cette préférence était liée uniquement aux patients qui étaient secondairement opérés. C'est-à-dire que les patients qui sont traités par antibiotiques et qui ne sont pas opérés par la suite sont plus contents contents comme pour la chirurgie. Ce sont les patients qui sont opérés dans un second temps qui préfèrent la chirurgie d'emblée. Et là, tout récemment, il y a ce papier publié dans New England Journal of Medicine, l'étude CODA, qui a comparé antibiothérapie à appendicectomie dans les appendicites aigus non compliqués. Très grosse étude, vous voyez, plus de 1500 patients randomisés entre chirurgie cœlioscopique dans la majorité des cas versus antibiothérapie, avec cependant un suivi de seulement 90 jours. Et là aussi, il n'y avait pas de différence de complications entre la chirurgie et le groupe antibiotique, sauf en cas de stercolite appendiculaire. Donc ça, c'est vraiment le point important qui ressort de ces différentes études. Dans l'étude, curieusement, l'objectif primaire était la qualité de vie. Alors, quelle antibiothérapie proposer? Là, j'ai fait un peu une compilation des antibiothérapies prescrites dans les différents essais, et vous voyez que l'attitude est assez homogène, avec une antibiothérapie par voie intraveineuse sur 2 jours, suivie d'une antibiothérapie péros d'environ 8 jours. Et si on essaye de trouver un point commun, je proposerai soit céfotaxime associé à un imidazolé pendant 2 jours par voie intraveineuse, soit de l'augmentin par voie intraveineuse, puis péros pendant 8 à 10 jours, une fluoroquinolone associée à un imidazolé, ou la poursuite de l'augmentin si on avait donné l'augmentin par voie intraveineuse initialement. Alors, la question, donc là, là j'avais fait une animation, donc je pousse, je pousse mon animation. Peut-on traiter les appendicites non compliqués sans antibiotiques? Vous savez qu'il y a même des recommandations pour la sigmoïdite non compliquée de les traiter sans antibiotiques. Et bien la question s'est posée également dans les appendicites, donc on va beaucoup plus loin que le traitement antibiotique puisqu'on s'en passe. Et il y a eu un essai en 2017, un essai de qualité sur des appendicites non compliqués, confirmés au scanner, sans stercolite, de diamètre inférieur à 11 mm, où les patients n'ont reçu que 4 jours d'antibiotiques et qui montraient l'absence de différence entre antibiothérapie et pas d'antibiothérapie. Donc, vous voyez, on peut aller beaucoup plus loin que la simple antibiothérapie. Alors, chez les enfants, parce que tout ceci a été fait chez les adultes, qu'est-ce qu'on peut dire des enfants? Alors, chez les enfants, il n'y a pas eu vraiment d'études, mais il y a des recommandations qui sont celles-ci, et les critères de sélection pour une prise en charge non opératoire des enfants, c'est une appendicite aiguë non compliquée, basée sur un diagnostic clinique ou radiologique, des douleurs abdominales de moins de 48 heures, pas de diagnostic de malignité. On exclut les enfants qui avaient déjà des antibiotiques avant,
On exclut les enfants qui sont plus jeunes de 5 ans et bien sûr pas de complications. Voilà, la conclusion de mon exposé, c'est que l'antibiothérapie est possible chez les adultes, mais aussi chez les enfants de plus de 5 ans très sélectionnés. J'insiste sur le fait qu'on doit très sélectionner ces patients, avec une appendicite non compliquée certaine, à qui on a fait une imagerie, une échographie ou mieux un scanner confirmant le diagnostic, éliminant d'autres diagnostics et ne montrant pas de complications, sans stercolite appendiculaire, patients qui ne sont pas déjà traités par antibiotiques, qui ont, ce que j'ai pas mis dans ma conclusion, mais qui ont plutôt des symptômes modérés, et avec un suivi rapproché, on espère une réponse clinique dans les 48 heures. Si on n'obtient pas une réponse clinique favorable dans les 48 heures avec une antibiothérapie par voie intraveineuse, c'est une indication chirurgicale, donc c'est l'évolution défavorable ou l'absence d'amélioration rapide. Donc il faut bien expliquer aux patients la stratégie, parce que c'est nouveau, je pense que même dans la population, c'est nouveau de ne plus opérer les appendicites, et rappeler qu'il ne faut pas nuire, bien évidemment. Alors là, je remets un peu le schéma qui était publié dans le Lancet, et vous voyez donc on est dans cette situation d'appendicite clinique simple avec des signes modérés, et c'est dans cette situation où il est possible de ne pas opérer les patients et de les traiter par antibiotiques. Et puis en revanche, si les signes sont plus importants ou si on pense qu'il y a un risque à ne pas opérer le patient, ou s'il y a une probabilité de complication, bien évidemment, il ne faut pas traiter médicalement le patient. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais désactiver mon écran. J'espère que cette fois-ci, vous avez pu m'entendre correctement et voir mes diapositives.